Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le webinaire Les directs de l'expertise. Donc ce webinaire est organisé par la SIA. La SIA a pour raison d'être de connecter les experts pour relever les défis du futur et réinventer la mobilité de demain. Le thème aujourd'hui de cette conférence, la qualité par la maîtrise des processus. Alors, je vous propose de poser vos questions au fur et à mesure que vous les avez. Elles seront ensuite prises et répondues en fin de présentation. Donc, dans un premier temps, on va faire une brève introduction des participants. Donc, pour ma part, Frédéric Zienski, je suis en charge de la qualité des développements et des lancements pour le groupe Forvia. Cédric? Cédric Bazin, donc je suis responsable d'un atelier de production de cartes électroniques automobiles en petite série sur le site Toulouse. Et pour ceux qui ne savent pas, nous sommes ex-Continental. Thierry? Pour ma part, moi, Thierry Dano, donc moi j'appartiens au groupe Renault et j'ai une fonction d'expert leader sur la partie Industrie 4.0. Bonjour, bonsoir plutôt, Philippe Convin. Donc, je suis directeur Digital Manufacturing pour notre BG C-Power, donc toute la partie stockage d'énergie. Et donc, je m'occupe du Digital Manufacturing sur une quarantaine d'usines. Donc, merci pour votre présentation. On va parler maintenant de plus en détail de la qualité par la maîtrise des processus. Donc, c'est un livrable de la communauté d'expertise produits process. Je vais maintenant vous présenter la feuille de route de ce projet. Donc, le focus était sur la réduction des coûts qualité, donc les coûts non qualité, les coûts d'obtention de la qualité par la maîtrise des processus. Il y a eu un premier livrable qui a été fourni en fin du semestre 1 2024, sur lequel on a développé les bonnes pratiques des outils classiques de la maîtrise des processus. Ça fait l'objet d'un booklet qui est disponible sur la SIA dans l'onglet Publications. On y a développé, expliqué les différents outils tels que l'analyse des risques, tout ce qui est FMIA, donc design FMIA, process FMIA. Donc en fait, les AMDEC, produits process, les plans d'expérience également. On a évoqué les capabilités et également les contrôles plans. Donc c'est entre autres ces genres d'outils dans lesquels on a expliqué les données d'entrée, les données de sortie, également le process et les points. Aussi les éléments limites de ces outils. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter le livrable numéro 2, qui est en fait la description de la méthode de pilotage des processus en mode 4.0. Donc, pour ça, le groupe de travail que vous voyez à l'écran, donc on est déjà les 4 intervenants, plus d'autres sociétés se sont joints aussi à nous. On avait la société également Stellantis, Bosch, on a eu aussi Vincent Ouzouf qui nous a beaucoup aidé sur la partie livrable numéro 1. Non, maintenant, la question c'est, modèle prédictif, IA, pourquoi faire? Donc, la première chose, c'est de détecter les dérives. Détecter les dérives sur les machines avant qu'elles ne produisent des produits hors spécification, donc quelque part des coûts de non-qualité, via des retouches ou via des rebuts. C'est également de reconnaître une situation à problème. Donc guider les utilisateurs sur leurs décisions, encore une fois, le temps de réaction, la connaissance des problèmes, le fait de les guider plus rapidement sur le sujet, ça permet aussi de réduire les coûts de non-qualité. Coût d'obtention de la qualité aussi, avec tout ce qui est contrôle en automatique plutôt que manuel, donc des coûts amoindris, aussi la réduction des essais destructifs. Sans oublier d'intégrer des données non structurées dans les décisions telles que les images. Alors maintenant, pour aller un peu plus loin dans les différentes étapes que l'on a détaillées, que l'on va détailler,
Donc la première étape, c'était la sélection des données et leur échantillonnage. Ensuite, la collecte uniformisée, donc avec le stockage sur des espaces qui permettront ensuite au passage à l'échelle. Le traitement, avec tout ce qui est visualisation, mais également traitement analytique. Et également les boucles de rétroaction manuelle ou automatique. Alors, un des points importants, c'est on a fait un focus sur la qualité, mais je dirais, mais pas que. En fait, on va aussi parler de données qui sont décloisonnées, qui seront pas qui seront pas propres à une seule fonction, et aussi une idée de continuité numérique qui est aussi un point essentiel dans le management des données. Alors pour ceci, je vais passer la main à Cédric qui va nous parler de la standardisation des données. Donc pour continuer cette introduction, donc, dans la standardisation des données, on estime 4 phases importantes qui passent de la sélection à la structuration des données. C'est la connexion, la collecte et la vérification, et enfin la validation. On détaillera un petit peu plus ces sujets dans les slides suivants. Mais ce qui est important de comprendre par rapport à la sélection et à la structuration, c'est l'organisation d'un atelier pour comprendre les processus et les besoins de l'industrie. Donc cartographier les process, dresser la liste des données disponibles, comprendre le lien entre la physique du process et les données disponibles, et sélectionner les données à suivre en production. La connexion, c'est une étape importante. Préparer les lignes de production, configurer les protocoles machines et les automates, et bien sûr installer, configurer et connecter les dispositifs et logiciels de la machine jusqu'au serveur de l'entreprise. La troisième étape essentielle, c'est la collecte et la vérification. Donc, il est essentiel d'analyser les données initiales et les évaluer avec les spécialités des procédés, vérifier et adapter les volumes, modifier les modèles des données en fonction des mises à jour et construire les premières visualisations des données, les requêtes et tableaux de bord. La quatrième étape, on passe par les étapes de validation, donc c'est évaluer les données et les informations générées, créer d'autres visualisations de données, ça dépend des utilisateurs, et enfin, définir une approche de haut niveau de la feuille de route des services à grande échelle et structurer les analyses de rentabilité. Alors, ce qui est important à travers ce database value création, donc c'est de comprendre que 80% de la valeur de la donnée passe surtout par la compréhension du business, la compréhension des données elles-mêmes et leur préparation. Le reste étant minoritaire dans le temps passé. Et ce qui est important aussi de souligner ici, c'est que une donnée fiable amènera évidemment une meilleure décision à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, on voit que l'informatique devient une technologie de production à part entière, avec les mêmes exigences que le processus de fabrication, et que ces données deviennent de la matière première de l'optimisation des performances. Alors, la sélection des données, à quoi consiste-t-elle? On part bien sûr de la détermination des paramètres pertinents en relation avec le produit. Donc, on part souvent sur des index process, mais pas que. Et donc, pour illustrer mon propos, je vais vous donner un exemple simple chez nous. On a des outils de coupe, de séparation de circuits imprimés, qui est basé sur une fraise, tout simplement. Et donc, par exemple, pour une fraise, il nous paraît important de pouvoir paramétrer le diamètre de la fraise, sa vitesse de rotation, l'avancée de la fraise et la longueur de coupe. Et donc, tous ces éléments vont décider de l'état de santé du système à travers son parcours de vie. Ensuite, la deuxième étape, et bien sûr, c'est d'étudier la causalité entre l'état de la machine, le processus et la qualité de la pièce. Donc, dans l'exemple précédent, vous voyez bien que quand l'outil de coupe va s'user, il va donner des résultats de coupe différents, pouvant impacter le dimensionnel de la pièce. Enfin, il faut étudier l'historique des données qui sont disponibles et surtout l'aide à la décision pour l'installation de capteurs et enregistrement de données supplémentaires. Donc, dans le cas de ma machine de découpe, je pourrais très bien imaginer un capteur, un microphone capable de, par exemple, monitorer le moteur qui entraîne cette fraise.
Enfin, l'usage de la donnée amène des réflexions sur le spectre de données à remonter parce que, effectivement, on peut enrichir ça ou épurer ça. Donc, on identifie 4 types de données. La donnée propre, la donnée process, type vibration, pression. On peut avoir aussi, effectivement, ma vitesse de rotation de coupe, de mon outil de coupe. On peut avoir des données de correction machine ou opérateur. Donc, par exemple, dans le cas de l'usure, l'opérateur peut décider de modifier un offset machine. On peut avoir des retours qualité, post-process. Et enfin, des données de type statistique qui peuvent être exploitées. Alors, cette structuration, je vais laisser la main à Thierry pour nous parler un petit peu plus de ces données. Merci Cédric. Donc je vais continuer. Finalement, on a parlé d'un certain nombre de choses autour de la qualité là. Finalement, la première étape, on va parler de la notion de structuration de la donnée. Et quand on parle de structuration de la donnée, il y a une première étape qui est de dire, finalement, de définir pour une entreprise, c'est quoi le vocabulaire à utiliser. Et finalement, le vocabulaire à utiliser, c'est de dire, j'ai un exemple, j'ai une machine qui vient du Japon, une qui vient d'Espagne et une qui vient de France. Et les gens n'ont pas forcément, finalement, les fournisseurs de machines n'ont pas unifié la donnée. Donc, il est important de lui trouver un vocabulaire commun. Exemple facile à comprendre, c'est que j'ai un départ cycle dans toutes les machines. Et en France, le mnémonique qui va être retenu, c'est départ cycle. Et puis en Espagne, c'est initio cyclo. Et puis au Japon, je vous laisse deviner, je ne maîtrise pas forcément le japonais couramment. Donc à un moment, il faut structurer, standardiser et unifier le vocabulaire. Donc trouver un terme qui est générique, qui est valable dans toute l'entreprise pour une variable donnée et une variable qui est reproductible dans n'importe quel endroit de l'usine ou de l'entité. Donc après, une fois qu'on a travaillé sur ce vocabulaire unifié, on doit travailler finalement sur la manière de les structurer, de les standardiser et comment on les range en fait. Vous pouvez imaginer qu'un process, finalement, ça peut être une suite de machines l'une derrière l'autre et on se dit, finalement, j'ai des opérations qui sont standardisées et je vais ranger telle information dans telle opération qui elle-même va être dans tel procédé et puis qui va être dans telle ligne, et puis dans tel atelier, telle usine. Donc, il faut créer une arborescence, finalement, d'accès à l'information. L'exemple suivant, finalement, c'est qui doit piloter ce type d'approche. Et en fait, le travail, il est commun entre plusieurs entités de l'entreprise. La notion d'arborescence, elle est portée par le monde de l'informatique et des automaticiens, qui maîtrisent un peu les machines et les langages de programmation. Et puis, la notion de format, de source, de mnémonique, donc la manière de nommer la variable, qui doit avoir un aspect unifié, là, en fait, on dit que c'est le business. Ça peut être les hommes de conception process, ça peut être les fabricants, ça peut être la maintenance. Finalement, tous ceux qui ont un usage de la donnée ont un mot à dire sur ce travail d'unification. Ce qui doit être important, en fait, finalement, c'est que tous les nouveaux équipements et les outillages là, qui doivent respecter finalement un certain nombre de protocoles de communication. Il est important de définir finalement comment une machine va communiquer et n'envoyer que les données ou les messages conformément aux données qu'on appelle le standard. De façon à se dire qu'une donnée qui sort de l'équipement industriel doit s'appeler d'une manière unifiée et disponible pour tout le monde. Ou si la machine n'est pas capable de le faire, de disposer d'une interface qui est capable, elle, de faire de la traduction pour revenir dans la logique de l'entreprise. Donc ensuite, on va passer à la collecte de données. La collecte de données, c'est des équipements de type différents. On peut trouver de la logique de pièces dans des meubles. On peut trouver des assets industriels avec des process. On peut parler finalement de suivi de la performance au quotidien, ce qu'on appelle EFS. On peut parler finalement de la consommation, qui est aussi un indicateur qui peut participer à la qualité. On peut amener la logistique dans ces ensembles-là, et puis la qualité qui est finalement peut fournir des données pour qualifier finalement des opérations a posteriori. Les objectifs des flux d'acquisition, c'est comment je capture, comment je crée des flux de données, comment je stocke ces données et comment finalement j'obtiens des informations aussi bien pour mes process que mes pièces fabriquées ou que tous les équipements qui peuvent graviter autour. Derrière, quel élément on peut finalement connecter?
Ben, les éléments, ils sont multiples, hein. On peut parler de robots de soudage, ou comme Cédric l'a parlé tout à l'heure, de machines de fraisage. On peut parler d'emboutissage, d'usinage, de convoyeurs élevateurs, de machines un peu diverses, spécifiques, comme des machines de remplissage. On peut parler d'un atelier de peinture. Et tout ça, en fait, finalement, sont des éléments qui vont fournir de la donnée. Et puis derrière, il y a d'autres éléments qui peuvent être finalement la pièce que l'on fabrique, ou la pièce détachée qu'on peut piloter dans un magasin, ou finalement des véhicules qui vont nous faire, qui vont nous soit être des véhicules de transport, soit les pièces que l'on fabrique, des capteurs, de l'Internet des objets, des vibrations, de l'énergie et le fluide. Donc en fait, on a différentes typologies de données et différentes finalement sources de données possibles. Donc quand on met ça sur une architecture, en fait, on se retrouve finalement dans le monde des machines à des architectures où il y a déjà de la donnée qui circule entre, on peut parler d'un automate là, qui peut être le centralisateur ou chef d'orchestre d'une installation. On a des intelligences finalement qui sont coordinateurs, on parle de l'automate, ou on a des intelligences secondaires qui peuvent être des automates secondaires, qui peuvent être des systèmes de vision, qui peuvent être des systèmes de vissage asservis. Et tous ces éléments doivent communiquer pour pouvoir mettre à disposition ces données-là, qui peuvent être utilisées derrière pour des usages multiples. Frédéric, au début de l'intervention, a parlé du décloisonnement de la donnée. Décloisonner la donnée, ça commence par la machine elle-même, qui a de multiples solutions intégrées, mais qui a chacun une typologie d'approche et qu'il est important de décloisonner pour offrir au-dessus de la machine des données standardisées et structurées. Et l'autre élément qui est important finalement, c'est la fréquence d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage, finalement, elle est donnée d'une part par la capacité de la machine. On doit faire attention finalement quand on commence à collecter des données des machines. Eh bien, on sait que dans certains cas, si on tire trop de données de la machine, elles peuvent s'arrêter. Donc il y a des points d'attention. Il y a la notion de capacité de l'infrastructure. Vous avez calibré des réseaux dans vos usines, des réseaux entre usines. Il ne faut pas dépasser la capacité de ces infrastructures à collecter de la donnée. Et puis, la fréquence d'échantillonnage aussi, elle est importante pour les cas d'usage. Si vous avez des cas d'usage autour de la dérive lente et vous cherchez des paramètres process qui bougent très peu dans le temps, et ben vous allez faire de la fréquence d'échantillonnage, je ne sais pas, à 10 minutes, à 30 minutes, à l'heure, voire à la journée. Vous collectez une donnée toutes les 24 heures, pas forcément besoin. Et après, vous avez aussi des besoins d'avoir de l'information, de la collecte rapide, parce qu'on va chercher de la dérive d'outils, par exemple d'usinage, comme l'expliquait Cédric. Et là, on a besoin d'outils de dérive rapide, parce qu'on va l'avoir sur 10 pièces, on peut avoir une usure prématurée, et on est obligé de surveiller ces éléments très rapidement. Donc voilà, ça c'est un élément. Et derrière, finalement, qu'est-ce qu'on va chercher? Finalement, on va chercher à aller vérifier cette donnée-là. À vérifier, parce qu'une donnée, si elle est mal structurée, si elle est mal standardisée, si le programme automate ou les équipements renvoient de données qui est non consistante, on va avoir des difficultés à exploiter les données. Donc, quand on parle de vérifier la consistance de la donnée physique avec la donnée envoyée, on vérifie la quantité émise, la quantité reçue. Là, c'est vérifier qu'on n'a pas des pertes dans les tuyaux. La consistance du codage de la donnée, un numéro de série. On doit définir finalement le standard, comment on décrit un numéro de série. Est-ce que c'est 10 chiffres? Est-ce qu'un code à barre, c'est 5 chiffres? Comment on peut mailler les données entre les codes à barre et les numéros de série? Finalement, on doit structurer, standardiser pour que derrière la vérification soit optimisée. Et une vérification, une fois que vous avez finalement un standard fort, vous pouvez mettre des outils de vérification automatique de vos données parce qu'ils doivent répondre à un certain nombre de critères. 10 chiffres avec des chiffres significatifs, une lettre par exemple qui est toujours à la même position que vous savez retrouver. Vous devez identifier l'émetteur. L'émetteur qui va émettre la donnée, il doit être unique dans votre structure, dans votre espace industriel. Parce que si vous avez besoin de retrouver qui est l'émetteur d'une donnée, si vous mettez un identifiant unique, vous saurez retrouver sa source. La logique d'abonnement. Est-ce que je souscris à 100% des données avec le risque d'exploser mes réseaux ou je fais des abonnements en fonction du cas d'usage que j'ai identifié? On a des exemples chez Renault où on a 1500 données de robots, puis on en utilise dans nos cas d'usage qu'une trentaine pour des qualités, pour de la maintenance, pour un certain nombre. Donc la possibilité de s'abonner individuellement à données est importante. Et puis après, vous avez des possibilités d'avoir des zones d'erreur pour dire, avant que ma donnée elle devienne accessible,
eh ben, je dois l'avoir qualifié avec des processus, avec des vérifications qui peuvent être manuelles, automatisées, en fonction de la maturité de votre entreprise. Et puis derrière, et finalement, avant de connecter une machine ou un équipement industriel ou n'importe quelle technologie au cloud, parce que si on choisit le cloud, eh ben, on doit avoir des processus de vérification qui nous permettent de dire cette donnée-là, elle est propre, cet équipement-là, il répond à toutes les spécifications de vérification, et à ce moment-là seulement, j'autorise sa connexion au cloud parce que mes données sont propres et utilisables. Et donc, après, le dernier écosystème finalement autour de la collecte de données, ben, finalement, c'est comment je stocke cette donnée, comment je les rends accessibles, disponibles. Donc, les objectifs finalement du stockage, ben, c'est comment j'améliore l'accès aux données. Est-ce que je privilégie un accès local, un accès centralisé? C'est des choix d'entreprise. On doit permettre l'interconnexion des sources de données et la création d'ensembles de données qui peuvent être d'horizons multiples. Ça peut être des données qui viennent des machines, des données qui viennent des systèmes d'information, ça peut être des systèmes de contrôle. Tous ces éléments, on doit les interconnecter de façon à optimiser l'usage de la donnée. On doit faciliter aussi la notion de conception avec des activités d'ingénierie et d'analyse des caractéristiques. Donc, c'est comment je fais une boucle de rétroaction à partir des données. Et puis derrière, bah, finalement, c'est les moyens qu'on met en œuvre, c'est la notion de référentiel, la notion d'adoption d'un modèle d'information unifié, des modèles de données complets et évolutifs, parce que un modèle de données, c'est une représentation à un moment donné, et derrière, vous avez finalement des gens qui, une fois commencent à goûter à la donnée, sont impatients de pouvoir en ajouter d'autres, et donc vous devez avoir en tête que le modèle doit pouvoir être évolutif. La notion de catalogue, qui doit documenter des sources de données avec des informations pertinentes. Et puis après, vous avez la logique finalement de stockage. La notion de stockage, elle doit être dépendante de la durée de stockage, mais elle dépend aussi de la volonté de se servir de la donnée à plusieurs niveaux. Donc, soit je m'en sers au plus bas niveau, au plus près de la machine. Donc là, je vais favoriser des cas d'usage qui sont des cas d'usage le temps réel, donc c'est-à-dire à moins de 100 millisecondes, des réactions importantes pour finalement le fabricant. Après, vous avez une notion de serveur centralisé où vous voulez commencer à connecter des sources de données qui sont de différentes sources, de type machine, serveur de maintenance, serveur usine, qualité et tout. Et là, vous avez besoin de connecter finalement à un niveau d'une usine. Et puis, vous avez le niveau ultime, là, qui est finalement, quand vous avez plusieurs usines, ben, de stocker dans le cloud un certain nombre de données pour faire des tableaux de bord et répondre à des KPI d'entreprise, pour répondre à la qualité, à pouvoir faire des analyses a posteriori et pouvoir transversaliser finalement les analyses de données et pouvoir répondre à des cas d'usage qui peuvent être dans plusieurs usines, les mêmes cas d'usage parce que vos données sont structurées, standardisées. Vous pouvez le déployer dans toutes les usines. Et puis après, vous avez un impact fort finalement, c'est la notion de stockage et de sa périodicité. Est-ce qu'on stocke de la donnée sur du court terme ou du long terme? Et bien tout ça, c'est selon l'utilité. Et puis, nous, on a, côté Renault, des usages où on collecte des données avec une durée de stockage qui peut avoisonner les 20 ans pour des usages autour de la traçabilité et donc de pouvoir réagir sur des incidents clients, chez des incidents clients. Donc, c'est une durée de vie de voiture, c'est 15 ans et plus 5 ans à titre sécuritatif. Donc, on va chercher 20 ans. Mais attention, parce que une donnée stockée, c'est de l'énergie consommée. Donc, on a toujours une balance entre l'usage et son coût, en fait. Et donc après, je vais passer la main à Philippe pour vous parler finalement de l'utilisation de la donnée. Merci. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on vient d'expliquer, de voir l'acquisition de données. Et une fois qu'on a ces données disponibles, on ne va pas sauter tout de suite dans des algorithmes compliqués. On va dérouler un processus qui s'apparente, qui est assez proche de ce qu'on a par ailleurs dans l'amélioration continue. Donc, une des premières étapes, ça va vraiment être de veiller à deux caractéristiques principales. C'est d'une part le temps réel, donc cette donnée, comment on peut en faire l'acquisition en temps réel et surtout la visualiser en temps réel. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir en tête le temps réel, c'est-à-dire donner tout de suite l'information et pas post-mortem plus tard. Et c'est de tout de suite penser à transparence
pour le plus grand nombre, donc toutes les communautés à l'intérieur de l'entreprise qui sont intéressées ou qui peuvent en avoir une utilité. Donc pas de données secrètes. Il y a vraiment ces deux principes qui sont extrêmement importants. Et dès qu'on se met à pratiquer ça à grande échelle, sur l'ensemble de l'entreprise, en fait, on constate un premier gain qui est l'accélération de toutes les démarches de résolution de problèmes. Il faut imaginer qu'en fait, en ayant en temps réel de la donnée qui est mise à disposition, donc en toute transparence, c'est-à-dire combien j'ai fait de rebuts, mais pas hier, combien je suis en train de faire de rebuts, quelle est la performance de ma machine, mais pas dans l'équipe précédente, mais maintenant. En fait, on s'aperçoit que dès qu'un problème se pose et qu'on est en petit groupe pour résoudre le problème, on part tous de la même histoire. C'est-à-dire sans effort, on a accès à ce qui est en train de se passer, on le quantifie et on a assez souvent des premières, je dirais, les Pareto sont fournis, donc on sait de quoi on parle. Et on va tout de suite être focus sur la solution. Et on quitte des modes de fonctionnement. Il fallait 2-3 jours d'enquête, de vérification pour avoir cette donnée. Donc, avant de faire des choses très compliquées, pensez à transparence de la donnée et visualisation en temps réel. Et immédiatement, il y a une première valeur qui arrive et qui est très forte dans l'entreprise, c'est on accélère la résolution de problèmes. Une fois qu'on a fait ça, en fait, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'on est dans un milieu industriel en ce qui nous concerne. Et donc, nos machines connectées, nos procédés, la façon dont on fonctionne, généralement, obéissent à des lois physiques relativement connues, simples, prises une par une. Ce qui est compliqué, c'est l'agrégation de tous les procédés ensemble. Et donc, il faut vraiment avoir en tête la physique des procédés pour faire en sorte que la façon dont on va traiter et utiliser la donnée et commencer à réfléchir à des modèles, on parle des choses qui sont relatives et qui ont un effet de premier ordre sur les événements qu'on est en train de regarder. Alors, je peux prendre des exemples assez génériques, c'est-à-dire si on veut rechercher un modèle ou répondre à une question qui est plutôt tournée autour de l'énergie, est-ce qu'on a bien soudé, est-ce qu'on a chauffé, assez souvent, on va travailler la donnée vers des intégrales pour regarder la puissance qu'on a ramenée pendant un temps donné, par exemple. Donc, il ne faut pas envoyer le courant, on va essayer de regarder quel est le transfert d'énergie qui a pu être fait. Et inversement, si on cherche des dérives de process sur des températures, très souvent, les process peuvent s'autoréguler, mais vont très mal réagir à des variations brusques. Donc, on va plutôt se dire, bah là, sur mon procédé, c'est plutôt la dérivée qui va être importante de la température plutôt que la valeur en elle-même. Et cette étape, elle n'est pas automatique. Il faut vraiment la faire avec les experts procédés. Et elle évite, en fait, de traîner dans les modèles ou les données des tas de bruits de fond qui ne sont pas très parlants. Et elle permet d'avoir des modèles beaucoup plus stables et beaucoup plus efficaces sur la recherche de modélisation et pour répondre aux questions qu'on se pose pour l'optimisation de nos procédés. Alors, une fois qu'on a dit ça, ensuite, il faut avoir une démarche raisonnable, c'est-à-dire dès qu'on se met à faire des images, des vidéos, dès qu'on veut utiliser par exemple, on fait un scan, un suivi des courants d'un moteur. Très, très vite, on acquiert des volumes de données assez importants. Et il faut se poser la question de qu'est-ce qui doit être utilisé ou gardé. C'est-à-dire, est-ce que je vais envoyer à mon data scientist ou à la personne qui a travaillé sur les données un résumé? Par exemple, je suis le courant pendant 10 minutes. Est-ce que j'envoie le min, le max, la moyenne? Ou est-ce que non, on pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes et j'envoie des valeurs toutes les 5 millisecondes ou toutes les 100 millisecondes? Donc, il faut vraiment se poser cette question-là. Et comme on le disait précédemment, il y a vraiment être très conscient du coût de l'effort versus l'utilité. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on commence les premiers modèles, les premiers calculs, et surtout, n'oublions pas les statistiques, voire les statistiques avancées, c'est-à-dire, comme on est sur des phénomènes physiques, très souvent, il se résume à la fin par des classifications
par des régressions. Et on a très souvent, dans 80% des cas, d'excellentes réponses avec des mathématiques qui sont connues depuis un moment. Alors, quelquefois, on les améliore un peu avec des random forests ou des choses comme ça, parce que ça permet de beaucoup mieux cibler les zones où les pièces sont bonnes ou pas bonnes. Donc, on peut améliorer en ayant plus de précision, mais il y a encore beaucoup de belles choses à faire avec les statistiques, parce que, comme on le disait précédemment, le travail qui est important, c'est cette collecte temps réel, à gros volume, standardisé, des données. Et une fois qu'on a cette matière de qualité, déjà, un certain nombre de problèmes se résolvent, rien qu'en les regardant, c'est la visualisation, mais aussi en utilisant des mathématiques relativement classiques. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante, et qu'on appelle l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on va focaliser, je dirais, dans nos métiers sur deux grands sujets. C'est la détection d'anomalies. C'est-à-dire, j'ai défini une zone qui me plaît bien, dans laquelle je fais des pièces bonnes, qui est ma zone de référence. Et je voudrais être alerté ou comprendre s'il y a des choses différentes qui sont en train de se passer. Mais je ne sais pas quoi. Puisque je ne connais pas, j'ai pas pu faire d'apprentissage. Je démarre une ligne et donc j'ai besoin qu'on m'alerte si quelque chose de différent se passe. Et on peut le faire sur des images, donc ça c'est le plus classique en qualité. On peut le faire sur des courants pour mesurer des moteurs dont le couple ou l'effort augmente et on estime que c'est une anomalie. On peut le faire sur tous les signaux possibles et imaginables. La classification, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable et plus compliqué parce qu'en fait, il faut avoir fait un apprentissage de toutes les classes de défauts possibles. Avoir expliqué au modèle que quand il reconnaît ces caractéristiques-là, il peut le mettre dans cette catégorie-là. Et là, l'intérêt, c'est qu'il faut effectivement faire plus de travail d'apprentissage. En revanche, on a une réponse qui est un peu plus précise puisque les pièces sont rangées dans des classes bonnes ou pas bonnes pour telle et telle raison. Donc ça, c'est quelque chose qui est l'étape. Donc, c'est les premiers modèles d'IA qu'on utilise. Ensuite, on utilise beaucoup de deep learning surtout pour les traitements d'images, parce qu'en fait, ça permet des raccourcis beaucoup plus rapides et efficaces pour reconnaître des formes. On utilise également l'IA et aussi des agents IA pour tout ce qui est l'utilisation d'événements externes. S'il y en a qui travaillent dans la supply chain, si une route est coupée, vous allez la capter par une recherche permanente sur vos trajets des problèmes et vous allez ensuite avoir un modèle qui va l'utiliser comme une donnée d'entrée pour savoir si vous allez ou pas perturber sur une de vos livraisons, sur un sourcing en cours sur vos usines. On peut également utiliser la météo pour ceux qui travaillent dans l'énergie, les compresseurs, la production autonome de courant. Donc voilà, on utilise également l'IA dès qu'on veut aller chercher des sources externes pour venir compléter et améliorer la précision de nos modèles. Alors là, c'est un petit exemple pour montrer un peu ce que ça permet de faire. Donc on parle de maintenance. Donc vous avez la maintenance en rouge, une panne qui arrive. Bon, lorsqu'elle arrive, on la répare. Donc là, la limite, on fait rien. On a ensuite parlé de maintenance préventive, où on a dit tous les X heures, tous les X milliers de pièces, il faut faire une opération, avec le risque de la faire pour rien, ou trop tôt. Et donc, ce que permet de faire toutes ces technologies, on vient capter des signaux faibles ou des signaux avant-coureurs d'un problème. C'est que si les modèles sont bien faits, ils vont venir nous expliquer juste avant un problème qu'il va arriver. Donc, en fait, il nous reste un peu de temps pour le planifier et avoir le moins d'impact possible. Donc, tout l'enjeu dans l'industrie, que ce soit pour la qualité ou la maintenance, c'est d'organiser toute la chaîne de données, la visualiser, lui appliquer des modèles d'abord simples, statistiques, venir la compléter avec de l'IA lorsque ça permet d'avoir une meilleure précision, une meilleure réponse ou une agrégation de données externes. Et on vient en fait créer une source de renseignement qui va capter des signaux qu'on n'aurait pas forcément vus ou pensés importants, mais en les mettant ensemble, va nous dire attention, dans X minutes, jours ou semaines, il y a un problème qui est en train d'arriver et il faut le traiter. Et en termes d'optimisation des coûts, on a un effet immédiat puisqu'on avait vu en première partie qu'on avait un problème solving qui s'accélérait. Et dans cette partie-là, en fait, on a des arrêts, des performances machines qui s'améliorent dans la mesure où on vient
agir sur la machine au juste moment et en anticipation, c'est-à-dire avant qu'il y ait un impact en termes de coût sur la chaîne de production. Donc voilà, je vais laisser la parole à Cédric maintenant. Donc, juste pour parler un petit peu de la boucle de réaction process, donc ça dépend essentiellement de la maturité de l'entreprise et il est assez naturel de comprendre la première boucle d'asservissement qui est lors d'une analyse ponctuelle en manuel de données suite à un problème. Donc, par exemple, dans le cas de ma machine de découpe, si je constate que le résultat de la coupe est pas forcément bonne, je peux décider de modifier un offset de machine et relancer la production. Et donc, on est dans une modification de paramètres process immédiat sans connaissance de la fonction de transfert. Puis petit à petit, on peut, à travers les cas d'usage qualité, l'usage aussi sur les lignes de production, rechercher des paramètres impactants qui vont avoir un lien avec les caractéristiques du produit et définir ce qu'on appelle les fonctions de transfert en amont. C'est par exemple selon la longueur de coupe, mon outil se dégrade de cette façon-là et je sais anticiper et modifier cette offset machine en temps réel. Et donc, bien sûr, il faut travailler sur la faisabilité de la mise en place et des applications de la boucle de régulation. Et donc, en automatique, il est nécessaire de maîtriser les 4 niveaux. Et selon la maturité et la connaissance de vos process, on peut s'arrêter à des étapes intermédiaires. Mais ce qui est important d'anticiper, c'est les méthodes de validation des modèles et leur utilisation. Pour le slide suivant, il nous a paru important de rappeler les notions projet pilote et passage à l'échelle. Donc, le projet pilote, c'est celui qui est un peu vitrine dans votre entreprise. Il doit prendre en compte son industrialisation et est-ce qu'il s'intègre dans l'existence de l'entreprise. On doit essayer aussi de choisir un process qui va vraiment amener de la valeur ajoutée pour l'utilisateur final. Et commencer par un process simple avec une forte probabilité de résultats qui permettra de monter l'intérêt de la démarche. À partir de là, on va se nourrir pour le passage à l'échelle de capitalisation d'expérience à travers les 8D, les Ishikawa et enrichir nos éléments à monitorer. Donc ça, c'est des études de cas. Et ensuite, il faut être vigilant sur la notion de coût engagé et gain. Est-ce que les coûts sont-ils proportionnels au nombre de cas d'application future? Estimer la juste valeur de l'apport du modèle et améliorer la réactivité sur incident. Bien sûr aussi, ce qui est important, c'est de se nourrir de retour d'expérience de la communauté d'experts. Mais attention à l'inflation des coûts due à la multiplication et à la diversité des machines et aussi à rendre le format des données indépendant du fabricant de machines. Pour le slide suivant, je vais passer la main à Thierry. Donc moi, je vais revenir un peu sur une notion d'amélioration continue, en fait. Souvent, en fait, on peut lancer un cas d'usage et puis ce cas d'usage, en fait, ne montre pas les gains attendus parce qu'on bute sur un problème technique, sur un verrou scientifique. Et en fait, l'idée derrière cet élément-là, c'est qu'en fait, une fois il faut accepter finalement la possibilité de s'être trompé. Mais dans ces cas-là, en fait, on se dit que c'est pas forcément très grave. On referme les tuyaux parce qu'on a des mécanismes dans notre stratégie. On a imaginé des mécanismes pour ouvrir ou fermer les flux de données. Et puis après, on se remet sous le tipi et puis on regarde finalement si, à partir des mêmes données, on pourrait imaginer d'autres cas d'usage. Donc là, vous avez représenté sur le parti gauche, là, finalement, un élément où chez Renault, on a voulu collecter les robots, collecter des données de robots. Et en fait, au début, on n'a eu aucun résultat. Et puis, on a refermé les tuyaux, et puis on a réfléchi, on a trouvé des nouveaux cas d'usage. Et aujourd'hui, en fait, les données qu'on avait imaginées à la base, en fait, on en utilise d'autres, mais comme on a des possibilités d'ouvrir ou de fermer les tuyaux, on a pu utiliser ces données-là et utiliser de nouveaux cas d'usage. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'un cas d'usage aujourd'hui, un premier cas d'usage, c'est pas forcément celui qui va délivrer le plus de valeur. Mais il peut en appeler d'autres, c'est-à-dire finalement, on fait goûter aux gens la possibilité d'avoir accès à la donnée et ça va réveiller chez les personnes un certain nombre d'ambitions. Parce qu'il a vu son petit collègue de la maintenance faire quelque chose et moi, je suis responsable de la qualité et je me dis, mince, il fait ça et je pourrais faire ça aussi. Donc voilà, donc les besoins qualité sont
assez similaires aux besoins de maintenance. On peut faire de la prédiction qualité ou de la prédiction maintenance. Et l'important, finalement, c'est de décloisonner la donnée pour maximiser son usage. Et l'autre élément, c'est finalement, on peut avoir des données disponibles qui peuvent être massives. Quand on dit massive, c'est-à-dire on peut avoir très vite de multiples points de données parce que nos machines ont plein de données possibles. Et quand on commence à les connecter, on se pose souvent la question, est-ce que je collecte tout? Et puis le choix de la technologie va être aussi important. Donc nous, on dit aujourd'hui, c'est des choix qu'on fait, c'est comment on peut travailler sur une architecture qui permet d'ouvrir ou de fermer la collecte des données, variable par variable. Il y a peu de technologies qui permettent de le faire. Et c'est important de choisir la bonne technologie. Et comme ça, vous maximisez vos espaces de stockage parce que vous ne stockez que les données qui servent à des cas d'usage, donc qui ont de la valeur pour l'entreprise. Et puis le dernier élément qui est un point d'attention, c'est que quand on parle d'effacer des données chez des fournisseurs de cloud, effacer ou garder une donnée, dans tous les cas, ça a une valeur. Ça a un coût et ça peut rapporter, mais ça a aussi un coût. Donc quand vous stockez de la donnée, ça a un coût qui n'est pas forcément très cher, mais quand vous l'effacez, ça a un coût aussi. Donc travailler en amont, finalement, toutes les stratégies de sauvegarde, de stockage, d'effacement, parce qu'elles sont importantes. Dernier élément, je vais le faire rapidement parce qu'il est toujours un petit peu compliqué. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de données? Donc, je vais faire un petit exemple simple. Hein. On prend le cas d'un robot. Un modèle de données, c'est d'abord de décrire c'est quoi les paramètres du robot. Alors, ça peut être le fabricant, le modèle, le numéro de série, le nom de l'appareil. Ça peut être une description des axes du robot. Donc, l'axe 0, l'axe 1, l'axe 2, il y en a 6. Si on les représente de la même façon, on a tout gagné. Le nom, le couple, la position, la vitesse, consommation, température. Et puis, un axe numérisé d'un robot, vous le retrouvez aussi dans une machine à commande numérique. Donc, si vous avez fait un modèle de données sur un robot, vous le déportez sur une machine à commande d'acte numérique. Et puis, vous faites des représentations de chaque objet pour finalement toute l'utilisation de l'entreprise. Et plus on est transversal, et plus on simplifie l'usage de la donnée. Donc, il est important, c'est le bouclage du modèle de données, du vocabulaire unifié que vous transversalisez d'un élément à l'autre. Donc, ça, c'est important finalement pour le passage à l'échelle, parce que derrière, vous pourrez utiliser massivement la donnée. Et donc, je redonne la parole à Frédéric. Merci Thierry. Alors juste pour terminer, déjà l'industrie 4.0, donc elle s'appuie dans un premier temps sur l'exploitation massive des données, sur l'automatisation intelligente des processus et la connectivité des systèmes. Donc ça permet l'amélioration de la qualité, on l'a vu, mais pas seulement, aussi de la performance, de la flexibilité. Alors ça se traduit comment en termes de production? Philippe en parlait tout à l'heure sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, hein, pour éviter des ruptures, ou en tout cas l'optimiser au mieux, optimiser les ressources aussi. On a parlé de machines, de maintenance préventive. Tout ça, ça permet d'avoir des disponibilités des ressources plus importantes. Ça peut aussi s'apparenter à décomplexifier des tâches complexes pour la main-d'œuvre ou aussi employer le juste nécessaire de matière. Il y a un autre point aussi, c'est sur la partie qualité. On l'évoquait à un autre point sur les contrôles qualité. Ça aussi ça peut améliorer nettement le niveau de contrôle en automatique, puisque on n'est plus obligé de contrôler tous les points, ça se contrôle en automatique et une autre partie est contrôlée, les points de litigieux sont contrôlés par l'opérateur. Donc ce qui permet de simplifier aussi les choses. Et pas seulement, on parlait, alors c'est un peu ambivalent, mais il y a la partie économie d'énergie. Sur les machines, c'est aussi un point important. C'est vrai que le stockage de la donnée, ça consomme de l'énergie. Mais par ailleurs, le fait de mieux la maîtriser, ça permet aussi de maîtriser tout ce qui est consommation d'énergie. Donc les données collectées et traitées, ça accélère aussi la prise de décision au plus près de l'outil industriel. Alors maintenant, quand on se focalise sur les conditions de succès, donc on l'a évoqué ensemble durant cette présentation. De comprendre l'intérêt, bien sûr, d'améliorer la maîtrise des processus par ce levier.
mais c'est aussi avoir de l'intérêt dans une vision stratégique de l'entreprise. L'objectif étant d'obtenir l'adhésion et la collaboration de l'ensemble des strates de l'entreprise, appliquer une méthodologie, une approche méthodologique et structurée, et pilotée par une gouvernance de projet pour décloisonner. Ça, c'est aussi une des conditions de succès. Alors, le rappel des points clés, la donnée, ça fait partie, c'est un asset important, c'est un capital important de l'entreprise. Bien sûr, il faut la protéger. Il faut garder sa propriété et sa gestion. Et sa gestion est essentielle. Le point aussi abordé lors de cette conférence, c'était il faut, avant de commencer, déjà visualiser, c'est déjà visualiser la donnée en temps réel, c'est déjà commencer à la traiter, commencer à la comprendre, gérer de la valeur associée à ça. Donc, sans travailler cette donnée, sans la structurer, sans faire toutes les étapes dont on a parlé, il n'y a pas de miracle, le résultat peut être décevant. Donc, restons positifs, faisons les choses étape par étape, et ensuite, on en a un vrai bénéfice. Et le passage à l'échelle, ensuite, est beaucoup plus simple pour éviter de rester sur des projets pilotes. Je dirais, la vraie valeur ajoutée, elle est là. Donc, je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Donc, je passe la main à Cédric pour des questions et on va faire l'objet de réponses en collégial, on va dire. Alors, on a un petit peu dépassé le temps, on est désolé pour l'auditoire. Il y a pas mal de questions déjà qui sont posées. Bon, chronologiquement, je vais les prendre un petit peu chronologiquement et on va essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. La première de Luc est la suivante. Il me semblait que le premier but est de livrer des produits conformes. Est-ce que les caractéristiques fonctionnelles du produit sont bien identifiées et surveillées? Il y en a un qui veut prendre la main. Moi, j'ai une réponse toute simple à apporter. Vas-y, Cédric, après je peux la main. Donc, évidemment, on n'est pas, chaque machine surveille ses caractéristiques fonctionnelles. Et il est clair que lorsqu'on va auditer le process, on s'assure bien que la machine est capable de faire cela. Et donc, à partir de là, ce qu'on cherche à obtenir et à collecter, c'est finalement les éléments influençant la non-fonctionnalité. Donc, la première chose, c'est s'assurer de la fonctionnalité du produit et sa surveillance. Donc, la qualité nous aide. Il y a différents éléments, les audits pour ça. En fait, je voudrais juste ajouter, en fait, il y a deux grands enjeux dans l'utilisation des données et de l'IA pour répondre à cette question. C'est qu'en fait, dans la réduction des coûts, aujourd'hui, une usine qui fonctionne bien chez nous, c'est la tête de Pareto, c'est les tests destructifs. Pour contrôler nos pièces. On a quelques tests destructifs et on pense, c'est pas qu'on pense, c'est qu'on a pu démontrer qu'en utilisant des modèles des données machines et des modèles, on peut se passer de tests destructifs ou en tout cas baisser leur fréquence. Et la deuxième remarque, c'est qu'on est on est aujourd'hui confronté à une très grosse difficulté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des plans d'expérience. Les plans d'expérience, c'était donc de pouvoir définir justement les données critiques, les réglages critiques. Et c'était une méthodologie très précise pour laquelle il faut faire des pièces mauvaises. Et aujourd'hui, en termes de coûts, on a des fois des machines ou des pièces qui engagent des niveaux de matière très très importants. Et on ne souhaite plus faire ce type de plan d'expérience. Et les données parce qu'elles automatisent l'agrégation entre un résultat qualité et une mesure de tous les paramètres process et sans effort, puisqu'en fait, si on a bien fait le travail qu'on a expliqué, tout ça se regroupe sur un serveur. Et en fait, l'idée, c'est progressivement, c'est d'avoir un plan d'expérience continu sur nos productions qui viennent agréger ce qui est mesuré par la qualité avec les conditions dans lesquelles ça a été produit. Et en termes de coût, on pense que c'est la voie qu'il faut absolument privilégier et ne plus forcément partir à zéro en produisant des tas de pièces mauvaises pour construire de rien un plan d'expérience.
L'objectif, effectivement, euh, c'est d'accroître cette relation produit-process, c'est-à-dire en fait piloter la qualité de son produit par le process. Et la meilleure connaissance via tous les modèles qu'on vient évoquer et l'agrégation de données, ça permet de mieux contrôler ces données, ces données de process, et donc avoir certes, la mesure des caractéristiques produits sont importantes, mais elles sont maîtrisées par le process. Et donc ces modèles qu'aujourd'hui, enfin qui existent, hein, mais qui sont pas forcément, dont on n'a pas forcément la connaissance, hein, c'est-à-dire quand je parle d'exister, c'est qu'il y a des relations, mais on ne sait pas exactement. Soit on ne les a pas bien définis, soit on les a pas, on n'en a pas trouvé des liaisons mathématiques associées. Le fait d'avoir beaucoup plus de données, ça va nous permettre justement d'avoir des modèles qui vont être fiabilisés par rapport à ça. Allez, je prends la question suivante. Je ne vois pas les notions de capacité de process. Est-ce toujours utilisé, pardon. La réponse c'est oui. Ok. La réponse c'est oui. Non, non, il est clair que ça ne remplacera pas les capacités. Par contre, c'est un premier élément. Et encore une fois, pour mesurer les capacités, soit on mesure les capacités sur des produits, et donc très bien, mais pour mesurer les capacités, il faut savoir quels sont les éléments, les paramètres process influents aussi, lesquels on va mettre sous contrôle, lesquels on va demander une capacité. Ça, c'est aussi important. Et les boucles et l'après de la capacité, c'est tout ce qui est associé à des cartes de contrôle et autres. Ces boucles de rétroaction sont aussi fondamentales en automatique et vont permettre en fait de corriger les paramètres avant qu'elles ne produisent des pièces bonnes. Donc effectivement, c'est lié. C'est pour ça qu'on a parlé au départ des outils de la maîtrise des processus, on parlait d'outils de qualité, et associer ça, la data va enrichir ces modèles-là. Mais pas n'importe comment. Et c'est-à-dire que on va pas faire des capacités sur des milliers de valeurs qu'évoquait tout à l'heure Thierry. Elles sont ciblées et elles sont ciblées par des modèles, par leur influence. Et c'est ça qui est puissant par rapport à la démarche. Alors juste, je vais rebondir sur la question suivante, justement, qui est assez intéressante. C'est que les critères de traçabilité sont effectivement importants, mais si on ne sait pas quels paramètres sont influents, on va tout stocker pour 10 ans, voire 20 ans. Comment les sélectionner? Moi, je veux bien répondre à la question. En fait, c'est la notion de réflexion. En fait, aujourd'hui, on est obligé de passer par une fonction pilote, telle que tu le précisais, Cédric, tout à l'heure. Une fonction pilote, c'est aussi pour chercher l'influence des paramètres. Donc, définir finalement la cause racine d'un dysfonctionnement, d'un défaut de qualité, et d'aller chercher les éléments. Et donc, en fait, on se nourrit tout au long de vie de la machine ou de la pièce, de la fabrication des pièces, là, d'un certain nombre d'événements qui vont nous faire progresser. Et ces éléments-là, en fait, nous permettent de dire, à un moment, je ne stocke pas 100% des données, je ne stocke que celles qui sont influentes. Celles qui ne sont pas influentes, il ne faut surtout pas les stocker. Sinon, vous avez des stockages massifs de données qui n'ont aucune utilité, en fait, et qui ne servent à rien, qui ne servent à personne, et que vous allez faire prendre la poussière, et avec des débats qui vont être combien de temps je stocke des données qui ne servent à rien. Donc, il y a un des éléments importants, c'est bien de piloter finalement les abonnements à des données. Vous vous abonnez pas, il y a des parallèles qu'on peut faire, hein, vous abonnez pas à tous les journaux disponibles sur la planète, vous faites une sélection parce qu'il y a ceux qui vous intéressent et qui ont une parole qui vous tire à cœur. Vous ne vous abonnerez jamais à 100% des journaux disponibles. Donc finalement, la donnée, on peut faire un parallèle avec ça et de se dire que moi, je vais m'abonner à la donnée qui a une valeur pour moi parce qu'elle me permet de pister des défauts qualité, parce qu'elle me permet, par un retour d'expérience, de dire, bah, suite à un incident, je me suis aperçu que cette donnée-là était extrêmement intéressante, et là, je m'abonne, et là, je la stocke, parce que pour un événement ultérieur, je sais que j'aurai de la valeur sur cette donnée-là. C'est important. Mais ce n'est pas un système figé. C'est un système qui évolue en fonction de l'histoire.
Alors, la question suivante, je suis désolé parce que je vais essayer de passer un petit peu tout le monde. J'aime bien cette question. Il me semblerait important de bien introduire la question de la stabilité des procédés, notamment pour définir cette période dite de référence. Un procédé instable est en effet non prédictible. C'est-à-dire que les observations du passé et du présent ne permettent pas d'anticiper le futur. Alors ça, c'est assez rigolo. Je laisse répondre. Je vous laisse répondre, sinon j'ai un petit avis. Alors moi, je vais faire une première réponse. Hein. Si la qualité des données elle n'est pas bonne ou le procédé n'est pas bon, je suis entièrement d'accord, ça ne sert à rien d'aller stocker des données. Vous n'aurez aucune prédiction possible parce que votre process n'est pas stabilisé. Donc la première étape, on revient dans le monde réel, il faut stabiliser le process. Et une fois qu'il sera stabilisé, vous pouvez automatiser des contrôles et des choses comme ça. Tant qu'il n'est pas stabilisé, vous n'aurez aucune valeur avec la donnée. Une petite, autre question. Jusqu'où vont les données dans la chaîne des fournisseurs? Alors, vas-y. Cette question, est-ce que nos fournisseurs nous alimentent nos modèles? Quelque chose comme ça. Il y a ça, et puis il y a finalement la contrainte réglementaire aussi qui aussi nous alimente. On parle de passeport batterie aujourd'hui, donc de pouvoir fournir de la donnée du processus de fabrication des cellules jusqu'à l'utilisateur qu'on doit pouvoir produire à n'importe quel législateur qui nous fait la demande. Donc oui, la chaîne de la donnée, elle va inclure tous les fabricants de l'origine jusqu'à la mort du produit fabriqué, y compris son cycle de vie. Ok, alors juste un petit commentaire sur le stockage des données et le côté élastique qui peut être un bon moyen pour gérer ses coûts. Donc, je ne sais pas si vous avez des exemples sur ces solutions de stockage variable, on va dire ça comme ça. On parle de cloud, là. Si on parle cloud, en fait, les solutions proposées par les cloud providers, hein, alors les plus gros, vous les connaissez tous comme moi, là, Amazon, Google et Microsoft, en fait, ils proposent des solutions qui sont complètement élastiques. Et c'est le client qui fait son choix, en fait. Alors, je n'ai pas forcément donné d'explication un peu précise, mais on a des données on s'est tué au bout de 3 mois. Il y a des données qu'on s'est tuées au bout de 6 mois, au bout d'1 an. C'est la stratégie d'entreprise qui définit la durée de vie de l'élément. Et en fait, les cloud providers, ils ne réagissent qu'à vos sollicitations. Si vous êtes propre sur votre stratégie, vous avez le stockage qui correspond à vos besoins. Pas celui, on vous fournit jamais plus que ce que vous avez besoin parce que finalement, vous allez payer. Donc, vous allez faire très attention à la donnée stockée parce que finalement, à un moment, les coûts peuvent exploser. Et si vous ne maîtrisez pas la source de données, si vous ne maîtrisez pas la manière de la stocker, si vous ne maîtrisez pas son cycle de vie, en fait, vos coûts vont exploser de manière exponentielle. Je ne sais pas si on a le temps de répondre. Là, je laisse. Bon, vas-y, continue. Puis si on est coupé, on est coupé. Voilà, donc merci pour. Donc, sur la notion de boucle de transfert, bon, bien sûr, évidemment, il est noté de bien comprendre les caractéristiques produits process tout le long du cycle de vie. Mais il a appelé une question enfin une remarque. Est-ce que cette boucle de transfert peut émaner de la R&D? Donc, est-ce que vous avez des cas d'usage où on attire cette notion-là dès la conception de nos produits? C'est le rêve. C'est le rêve. C'est en fait, finalement comment on fait de la continuité numérique, de la conception à la fabrication et sur la boucle de feedback, de la traçabilité. C'est le rêve de tout le monde. Est-ce qu'on a des exemples? Il y a des choses qu'on imagine et qui aujourd'hui sont à l'état embryonnaire parce que en fait, qui dit continuité numérique sur toute la chaîne dit alignement des référentiels en fait. Hein. Et alignement des référentiels, vous avez deux choix. Vous avez d'un côté la standardisation et de l'autre côté la médiation. La médiation, c'est comment on fait des liens entre des référentiels de conception et des référentiels du manufacturing, par exemple.
ce travail-là, c'est vraiment du travail de référentiel. C'est un rêve que je pense que tout le monde a et que tout le monde rêve de transformer. On y arrivera, hein. Je pense que c'est une façon, cette continuité, je dirais, numérique, elle est essentielle, hein, pour la bonne connaissance. Aujourd'hui, on travaille, on a des éléments, mais ils sont disparates. Ça dépend le type de process que l'on a. Et donc des boucles de réaction, ça existe. Mais elles sont pas sur des process complets, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la complexité est pas encore totalement, enfin, on connaît pas l'ensemble des fonctions de transfert qu'on a abordé, mais au fur et à mesure, on va forcément s'améliorer sur le sujet. Je peux donner, enfin, c'est des sujets qu'on travaille. Je peux donner quelques exemples. Bien sûr. Ce qui est compliqué, c'est les procédés de fabrication, parce qu'on est dépendant de machines qui ont eux-mêmes leur variabilité. Mais il faut savoir qu'en fait, lorsqu'on a une famille de produits qui passe dans une famille de process, très souvent, on fait ce qu'on appelle une PFMEA. Il y a des paramètres critiques. Ces paramètres critiques, avec l'expérience, on les rentre dans des modèles. Alors, le modèle n'est pas fini, en fait, mais il est préparé pendant l'industrialisation. Et on va finir le learning lorsque la machine démarre. Mais on a déjà une bonne anticipation. On travaille de plus en plus sur des jumeaux numériques, c'est-à-dire mon atelier, mon usine, et ben avant même de la construire, j'ai un modèle où j'ai généré un tas de scénarios d'aléas et voir comment l'ensemble des équipements que j'ai mis réagissent. Est-ce qu'on est toujours à la performance, à la productivité attendue? Donc ça, c'est des choses qui aujourd'hui, pour des équipes d'industrialisation, elles travaillent en amont, avant, et elles savent déjà la réponse de ce qu'elles ont conçu à un certain nombre d'aléas. Et après, on travaille maintenant de plus en plus sur la partie vraiment qualité, sur l'utilisation des CAD, puisqu'en fait, lorsqu'on conçoit, on a un modèle numérique de la pièce, pour en fait commencer à générer des bibliothèques d'images et de défauts des pièces, mais en attendant pas d'avoir une pièce mauvaise et de la photographier ou de la prendre via une caméra sur un procédé, mais en partant du CAD pour générer ce que verra plus tard le process et faire l'apprentissage et mettre au point les critères qualité en fait à partir de ces modèles-là. Donc il y a quand même des pistes où on arrive à explorer et à anticiper sur des plateformes partagées entre industrialisation, développement et qualité pour pousser des choses déjà testées, prêtes à l'emploi et qui ont été très 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 loin dans l'optimisation, même avant qu'on démarre. En fait, on fait du lead manufacturing, entre parenthèses, digital. C'est vraiment le sujet qui est travaillé aujourd'hui. Alors Cédric, on va peut-être clôturer. Tu as encore quelques questions? Bon, je vais décevoir. Une dernière si tu veux. Hein, s'il y en a une qui est... J'aime bien que le temps soit respecté. Donc, voilà. On essaiera peut-être de rajouter quelques commentaires dans le chat là, si on peut répondre. Oui, parce qu'il y a des questions dont on n'a pas répondu, effectivement, ça serait bien de pouvoir les compléter, ou donc, même compléter celles qu'on n'a pas eu le temps, forcément. Qui est assez anecdotique, et on a été biberonné par les méthodes de Toyota sur nos industries. Qu'en est-il vis-à-vis des données? Toyota fait comme tout le monde, hein, ils cherchent... Alors, les Japonais ne sont pas les meilleurs, en fait, sur l'utilisation de la donnée. D'accord. Pas ceux qui ils observent en ce moment. Donc, les Chinois vont beaucoup plus vite que les Japonais sur le sujet. En Europe, Toyota a fait des essais à Valenciennes, là, autour de la donnée. Alors, aujourd'hui, pas forcément sur la qualité, ils sont plus sur l'énergie qui les intéresse aujourd'hui à l'instant T. Mais c'est pas les références aujourd'hui. Par contre, ils sont dans les groupes de travail du VDMA pour suivre ce que font les autres. Bon, ça n'empêche que le Lean reste quand même notre référence à tous dans le manufacturing. Alors juste, je voulais merci déjà à tous et à toutes d'avoir été présents à cette conférence. Juste un point, donc les supports ainsi que du premier livrable, je vous rappelle les bouclettes sur la partie qualité, mais également les supports de cette présentation seront disponibles avant la fin de la semaine sur le site de la SIA dans l'onglet publication.
Donc voilà pour ceux qui posaient la question sur d'avoir les documents. Merci encore à tous et ce n'est que le début d'une longue aventure. On sait bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est ça qui est extrêmement motivant pour nous. Bonne soirée. Bonsoir. Merci.